Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va aborder les 4 raisons pour lesquelles je pense qu'il est indispensable d'essayer de comprendre sa paye et surtout de la checker tous les mois. Effectivement, la paye c'est ennuyeux, c'est pas quelque chose qui donne envie de sauter au plafond quand on te dit va contrôler ton bulletin de salaire. Mais en revanche, je pense vraiment que c'est indispensable. La première raison pour laquelle je pense qu'il est indispensable que tu contrôles ta paye, c'est parce que je pense que la paye française est d'une complexité effrayante. Effectivement, il y a plusieurs études qui ont été faites et il y a notamment l'index mondial de la complexité paye, donc dans le monde, qui contrôle dans tous les pays quels sont les pays aux payes les plus compliquées. Et j'ai le regret de t'informer qu'en France, on est dans le top 3 mondial pratiquement tous les ans des payes les plus compliquées au monde. Et forcément, si la paye est compliquée, ça va avoir des impacts sur les erreurs de ton bulletin de salaire. Plus on va complexifier quelque chose, plus on a de chances qu'il y ait des erreurs en sortie. Et le problème, c'est que ces erreurs, elles vont avoir des conséquences délétères pour toi. Donc, plutôt que de compter uniquement sur l'expertise de ton gestionnaire de paye, qui est aussi indispensable, qu'on se le dise, mais en revanche, ce serait bien d'avoir un deuxième contrôle qui est de toi, qui recheck en jetant un coup d'œil sur ton bulletin de salaire, parce que deux contrôles valent mieux qu'un. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est absolument indispensable que tu contrôles ta paye, c'est que certes, on a des experts qui réalisent ton bulletin de salaire, qui le contrôlent, qui sont les gestionnaires de paye, mais il faut savoir que la paye, c'est une corvée pour ton employeur, c'est vu comme une charge, comme quelque chose, comme une contrainte qu'il n'a pas le choix de faire, mais qui aussi, il pouvait s'en passer, s'en passerait aisément. Et ça se traduit très concrètement dans les entreprises par le fait de donner un minimum de moyens au service paye, donc ça veut dire le minimum de gestionnaires possible pour faire le boulot. Ça veut dire aussi les payer pas forcément le plus cher possible. En tout cas, c'est pas le poste sur lequel l'employeur a le plus envie d'investir parce que c'est clairement un poste qui va jamais lui rapporter d'argent. En revanche, c'est aussi le service paye, un endroit qui génère du risque. C'est-à-dire que s'il y a une anomalie, s'il y a un problème et que l'employeur est contrôlé par l'URSSAF, il peut se retrouver à devoir payer des amendes. Donc en fait, l'employeur, il fait ça parce que sinon, il perd de l'argent, mais s'il le fait bien, il gagnera pas plus d'argent. Donc il va essayer de faire en sorte que la gestion de ta paye soit faite, mais en investissant un minimum de choses. Et ce manque d'investissement, ça va avoir des conséquences pour toi, parce que les entreprises particulièrement qui payent les gens au lance-pierre et qui vont donner un minimum de choses, ça va faire en sorte que les gestionnaires de paye vont avoir un fort taux de turnover dans leur entreprise, donc elles vont souvent partir, revenir, être remplacées, et quand les gens changent trop souvent, il y a des déperditions d'informations, ce qui fait que ça augmente encore le risque d'erreur sur ton bulletin de salaire. Et donc toi, quand tu check, tu as plus de chances de ne pas laisser passer les anomalies que des gestionnaires de paye qui ont changé trop souvent pourraient laisser passer. Le deuxième point, toujours lié à cette deuxième raison qui est que c'est une corvée pour l'employeur, c'est que déjà directement, souvent les gens avec qui tu es en relation à propos de ta paye, c'est pas forcément des gens qui maîtrisent la paye, c'est pas forcément les experts en paye. En général, par exemple, si ton employeur est dans une petite entreprise, il va pas faire lui-même tes bulletins de salaire parce qu'il n'en a pas l'expertise. En revanche, il va déléguer ça à son expert comptable ou la partie paye de son expert comptable. Mais toi, tu n'auras pas de relation directe avec eux. Tu seras obligé de passer par un manager ou un responsable qui est peut-être aussi ignorant que toi au sujet de la paye. Et du coup, il peut y avoir beaucoup de problèmes liés à une incompréhension. Donc, mieux toi, tu checkeras tes payes, mieux tu seras à même de signaler les anomalies qu'il faut avec le bon langage et de façon à ce que ce soit résolu. Donc on a vu les deux caractéristiques du fait que la gestion de paye soit une corvée pour l'entreprise. Il va investir un minimum de moyens et ça se traduit beaucoup par du turnover. 2, il va investir un minimum de moyens, donc ça va faire en sorte que soit il va pas payer des formations pour les gestionnaires de paye, soit lui-même est pas formé et du coup il va aller se reposer complètement sur un expert comptable auquel toi tu n'as pas accès. Et 3 également, l'employeur c'est un être humain comme toi et dans les êtres humains, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien et il y en a qui sont plus ou moins honnêtes. Et malheureusement, si tu te fies et si tu fais une confiance aveugle à ton employeur et qu'il ne la mérite pas, il a vraiment toute l'attitude pour comment exprimer ça de manière polie, pour te la mettre à l'envers, tu vois.
La troisième raison, et à mon sens c'est la raison la plus importante pour laquelle tu dois absolument contrôler ton bulletin de salaire, c'est que les enjeux en cas d'anomalie sont considérables pour toi. En effet, aujourd'hui le bulletin de salaire il est au centre de ta vie, même si c'est un document que tu balances comme ça sans trop y faire attention. Faut savoir qu'avec la déclaration sociale nominative, on appelle ça la DSN de son petit nom pour ceux qui connaissent, et bien en fait maintenant tout passe par le bulletin de salaire et tout est déclaré à partir des données de ton bulletin de salaire. C'est-à-dire que pour la retraite, la prévoyance, la mutuelle, la sécurité sociale, les impôts, tout passe sur les infos et repose sur les infos qui ont été déclarées sur ton bulletin de salaire et qui partent de ton service paye vers l'ensemble des organismes. Donc s'il y a des anomalies sur ces éléments-là, quand tu seras en retraite, peut-être que tu ne toucheras pas la pension que tu étais censé toucher. Quand tu seras malade, tu ne toucheras pas les indemnités que tu étais censé toucher. Oh, j'ai trop de mal avec tous ces désolée. Bref, donc peut-être que tu ne toucheras pas toutes les indemnités que tu étais censé toucher. C'est valable pour le Pôle emploi, c'est valable pour énormément de choses. Et côté des impôts, c'est l'inverse. S'il y a une erreur sur ton net imposable, potentiellement tu vas payer des impôts que tu n'aurais jamais dû payer, ou peut-être pas assez. Bon, ça peut aussi être en trop. Donc, toujours est-il que ça repose sur ces informations-là et les conséquences, elles tournent sur tous les aspects de ta vie. Donc, fais attention, n'accorde pas une confiance aveugle à ton employeur là-dessus parce que les erreurs, ça arrive et les gens malhonnêtes, ça existe. Donc, voilà. Et d'ailleurs, sur ces conséquences-là, moi, j'avais envie de partager une anecdote que j'ai déjà partagée, donc peut-être que tu en auras déjà entendu parler au moment où tu regarderas cette vidéo. C'est celle de mon papa. Mon papa, en réalité, il y a quelques années, c'était il y a 3 ans, je crois, je l'ai aidé à constituer son dossier de retraite parce qu'il partait à la retraite après une longue carrière, après avoir bien bossé, etc. Et donc, en partant en retraite, on a dû reconstituer sa carrière et on reçoit un relevé de carrière de la retraite avec justement les années et les cotisations et tout ce qu'il a cotisé tout au long de sa carrière. Sauf qu'il y avait 2 années, je crois que c'était 87 et 88, sur lesquelles c'est arrivé en blanc. Comme si mon père n'avait jamais travaillé, qu'il n'avait rien fait, qu'il avait dormi. Et comment te dire que c'est pas du tout le profil de mon papa qui était en train de bosser tout le temps, toute sa vie, quoi. Et j'ai dit, mais papa, il n'y a aucune cotisation, donc il manquait 8 trimestres et les cotisations afférentes. Je dis, il manque cette partie-là sur ton relevé de carrière, t'es sûr que tu as travaillé? Il me dit, bien sûr que oui, j'ai travaillé, voici en fait les bulletins de salaire correspondent à cette période et on va du coup nous on en informe la caisse de retraite et la caisse de retraite dit que eux en revanche ils ont reçu aucune déclaration pendant ces 2 années et en fait il s'avère que mon père travaillait pour un employeur qui était un petit patron qui avait rencontré des difficultés financières à cette période là et qui pendant ces 2 ans n'avait pas déclaré ni payé les cotisations retraite de mon père. Et donc, il lui avait bien prélevé les cotisations sur son bulletin de paye, mais il ne les a jamais déclarées. Et probablement qu'il ne les a pas déclarées au chômage ni à la sécu à l'époque. Mais bon, c'était moins grave parce que mon père n'en a pas eu besoin. Mais en tout cas, pour la retraite, c'était gravissime parce qu'il manquait 2 ans. Enfin, 2 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 ans pas cotisés, c'est énorme pour une retraite et ça a un impact sur le montant de ta pension de retraite. Bien sûr, entre 87 et 2019, je crois, quand mon père a fait sa retraite, impossible de retrouver ce patron. Je sais même pas s'il est encore en vie. Je sais, voilà, c'est clairement pas de ce côté-là qu'on va essayer de trouver une solution. Et du coup, on s'est adressé à la caisse de retraite en disant comment on peut faire parce que mon père, lui, il a bien été prélevé, il a bien payé ses cotisations. Du coup, la caisse de retraite, elle nous a demandé de transmettre les bulletins de salaire de ces 2 années pour prouver que mon père avait bien été prélevé. Et s'il n'avait pas été en capacité de fournir ses bulletins de salaire, il l'aurait eu dans le baba. Il lui aurait manqué 2 ans de cotisation pour lesquels il n'était pas en capacité de prouver qu'il avait bien cotisé alors que l'argent on lui a bien pris. Et là, ça je me dis, quand on voit que certains ils demandent des duplicata de bulletins de salaire au service paye tous les 4 matins, c'est super important. S'il y a écrit la petite ligne à conserver sans aucune limitation de durée, ce n'est pas pour rien. Conservez correctement vos bulletins, vous pouvez les numériser, numérisez-les, les gardez qu'en papier, il peut y arriver plein de choses, une inondation, un incendie, quelque chose, vous pouvez perdre vos documents. Donc si vous avez en plus une copie numérique
de vos bulletins papier, ça, c'est une double sécurité, donc faites-le parce que vraiment, vos bulletins, c'est la preuve de ce qui vous arrive. Et une mésaventure comme celle de mon père, je pense que ça ne doit pas être un cas isolé et qu'il y a des personnes qui ont dû connaître la même situation et qui, eux, malheureusement, n'avaient peut-être pas les bulletins qu'il fallait et qui se sont retrouvés, malheureusement, avec moins d'argent que prévu à la retraite. Et quand on sait à quel point nos retraites sont grignotées aujourd'hui, je pense que c'est important de faire correctement les choses pour être sûr qu'on ne se fasse pas léser. Surtout qu'en fait, le problème de la paye, c'est pas tant que, les anomalies ou les petites erreurs, on les voit tout de suite. Souvent, par exemple, on m'a pas payé 10 heures sup, je vais le voir parce que mon net à payer, il va pas être celui auquel je m'attendais. Je vais faire la réclamation, je vais les avoir. En revanche, il y a certaines anomalies qui sont totalement insidieuses. Et les erreurs, je ne les aurai que lors de mes moments de vulnérabilité. Exemple, si le cas de mon père avec sa retraite, 30 ans plus tard, vous vous rendez compte, il se rend compte de ce genre d'anomalies. Il est vieux, il est fatigué. Déjà, il se fait aider par sa fille pour faire son dossier de retraite. Très clairement, il ne pouvait pas courir après un ancien patron d'il y a 30 ans. Il aurait lâché l'affaire très rapidement si il n'avait pas eu ses bulletins de salaire. Deuxièmement, tu es malade. On peut avoir une maladie quand c'est un petit rhume et qu'on est absent 1 ou 2 journées et que le montant de l'indemnité n'était pas celui qu'on attendait. Ok, on peut passer l'éponge. Mais quand on a une maladie grave et que ça fait des mois et des mois qu'on est arrêté et que le montant de l'indemnité journalière n'est pas correct parce qu'il y a eu des éléments qui ont été mal notés ou des payes qui ont été mal calculées, et bien ça peut être vraiment très pénible à vivre, très très difficile à vivre, sachant que à ce moment-là, on est malade. On est malade, on a autre chose à faire que d'aller courir d'être ballotté entre l'employeur et la sécu qui se renvoie la balle. Donc vraiment, pendant que tout va bien, contrôlez vos bulletins de salaire pour éviter les problèmes quand ça ira mal. Et la dernière chose que je voulais dire à propos de ça, c'est que j'aurais bien aimé vous apporter des statistiques, de vous apporter des chiffres en disant chaque année, les erreurs de paye coûtent tant aux salariés français, mais il n'y a pas d'études. Moi, j'en ai pas trouvé, en tout cas, j'ai fait pas mal de recherches. Il n'y a pratiquement aucune étude de cet acabit-là. Et ça, l'absence d'études là-dessus, je trouve que c'est criant. Ça montre à quel point, en fait, c'est nous, en tant que salariés, qui avons quelque chose à faire du résultat de cette étude-là. L'URSSAF, c'est pas son problème. L'employeur, c'est pas son problème. Et ça va nous amener directement à la 4e raison qui fait qu'il faut que tu contrôles ton bulletin de salaire. Mais très clairement, ça nous coûte de l'argent. On n'est pas capable de le chiffrer parce qu'en gros, il faudrait qu'il y ait un mouvement, un groupe de salariés, peut-être des syndicats, je ne sais pas, qui lancent des vraies études pour essayer de comprendre mais combien ça coûte chaque année aux salariés les erreurs de paye. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les salariés checkent leur paye? En tout cas, moi, à mon niveau, je suis sur Check ta paye pour t'inciter, toi, individuellement, à mettre le nez dans ton bulletin de paye. Et ça nous amène à la 4e raison pour laquelle il faut absolument que ce soit toi qui check ta paye parce que personne d'autre ne le fera à ta place. En effet, quand je parle du fait de checker sa paye, quand j'incite les gens et que je discute, que ce soit avec des abonnés ou des proches, et je leur dis oui, non, faut faire attention, il y a des erreurs de paye, les gens en fait trouvent des excuses pour se rassurer, mais ces excuses, je suis au regret de vous dire qu'elles ne tiennent pas la route. Par exemple, on va me dire oui, mais tu sais, moi, je suis dans une grande entreprise, ils ont un service juridique, ils ont tout ça. Je pense que vraiment, de ce côté, on est plutôt ceinture et bretelles. Alors celle-là, je sais qu'elle est tentante, on se dit oui, tout est carré chez nous, en plus on est beaucoup, vraiment, eux ils devraient bien faire les choses. Malheureusement, je suis au regret de vous dire que personnellement, de mon expérience, donc plus de 12 ans d'expérience dans la paye, il n'y a pas de corrélation entre la taille de l'entreprise et les erreurs de paye. Et je dirais même qu'au contraire, je trouve que les entreprises de taille moyenne sont les entreprises où la paye est le mieux gérée parce que généralement, c'est suffisamment gros pour qu'on ait internalisé la gestion de la paye et qu'on ait des personnes dédiées là-dessus, mais pas trop gros non plus pour pas que ce soit un énorme service avec beaucoup de turnover, sans être tout petit non plus pour pas que ce soit complètement décentralisé et délégué à un cabinet d'expertise comptable où les personnes qui travaillent maîtrisent pas vraiment la paye et c'est que l'expert comptable qui maîtrise la paye, mais par contre les salariés n'ont pas de lien direct avec l'expert comptable. Voilà, donc ça c'est mon expérience personnelle, elle est complètement subjective. Mais toujours est-il qu'il n'y a vraiment pas de relation entre plus ma boîte est grosse et plus les payes sont justes, mais absolument pas. Il y a d'énormes boîtes qui font d'énormes erreurs de paye, donc vraiment ne vous fiez pas à ça pour vous dire que ma paye est juste. Et le deuxième point que je voulais aborder par rapport à cette mentalité, c'est de dire que le service paye, le service juridique sur lequel tu te reposes, ce sont les services juridiques et les services paye de ton patron, pas les tiens. Donc c'est-à-dire que tant que
tes intérêts à toi et ceux de ton patron convergent, c'est-à-dire que vous allez dans la même direction, que vous êtes d'accord et que vos intérêts sont les mêmes, tu peux compter sur eux, ils vont faire le maximum. En revanche, à partir du moment où vos intérêts divergent, il faut savoir que le service juridique, il va regarder la loi au regard de l'intérêt de celui qui le paye. Et celui qui le paye, c'est ton patron, c'est pas toi. Et pareil pour le service paye. Même parfois, nous, en tant que gestionnaire de paye, ou dans les services paye dans lesquels j'ai pu passer, parfois, un gestionnaire de paye va faire des choses pour lesquelles il n'est pas d'accord. Il va dire non, moi je pense qu'on ne devrait pas le faire comme ça. En revanche, c'est pas lui qui est le décisionnaire final, c'est son employeur. Et si son employeur lui dit ce sera comme ça et pas autrement, il a deux options, soit partir parce qu'il n'est pas content, soit s'exécuter, et puis tant pis s'il n'est pas content. Et donc là, on arrive vraiment à cet endroit-là où, comme je disais tout à l'heure, ça dépend déjà quel type d'être humain tu as en face de toi. On a toutes sortes d'êtres humains, on en a des honnêtes et des pas honnêtes. Et donc ça, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on peut te dire la vérité sans que ce soit forcément la vérité qui t'arrange toi. Et pour ça, je vais te donner un exemple qui va être, je pense, significatif pour toi. J'ai une amie qui, à un moment donné, s'est retrouvée avec un net négatif. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que dans les mois précédents, la paye lui avait fait un trop versé. Ils se sont trompés et lui ont versé des choses auxquelles elle n'avait pas le droit. Elle, vu qu'elle ne checkait pas sa paye, en tout cas à l'époque, peut-être que maintenant elle le fait, elle ne s'est pas rendue compte de l'anomalie, elle n'a pas compris. Mais en revanche, la paye, à un moment donné, l'a contactée en disant écoutez, vous avez 2000 € de trop perçus parce qu'on a fait une erreur, on vous a trop versé d'argent. Et dans ces cas-là, l'employeur et le service paye est tout à fait en droit de récupérer l'argent. Ils sont tout à fait en droit de dire il faut que vous nous remboursiez. Il y a eu erreur sur votre situation. Et du coup, mon amie, vu qu'elle n'avait pas trop le choix, elle a dit OK pour le remboursement. Et donc, la paye lui a dit ce sera retenu sur votre paye du mois suivant. Et ils lui ont fait signer un papier comme quoi elle était d'accord que ce soit retenu sur sa paye du mois suivant. Point barre. Et ça, quand elle me l'a expliqué, je lui ai dit mais tu sais que si ça ne t'arrangeait pas, tu avais le droit de refuser que ce soit pris en une fois. Tu pouvais demander aussi à ce que la paye ou l'anomalie soit retenue au maximum à 10% de ton salaire net. Ce qui faisait que, par exemple, si elle était à 2000 € net, on lui aurait prélevé uniquement 200 € net par mois jusqu'à épuisement de la dette. Elle m'a dit, mais la paye m'en a pas du tout parlé de ça. Et oui, la paye n'a aucun intérêt à t'en parler parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de l'anomalie. Tu leur dois de l'argent, ils veulent que leur dette soit remboursée le plus rapidement possible. Ils vont te présenter factuellement des choses qui sont complètement légales, mais qui les arrangent eux. Ça ne les arrange pas de t'informer que si tu veux, ça peut être étalé pendant 10 mois parce que, en fait, si tu n'es pas d'accord, on ne peut pas dépasser 10% de ton salaire net. Et c'est là où je vous dis, tant que vos intérêts convergent, tu peux compter sur le service paye et le service RH. Mais en revanche, quand vos intérêts vont diverger, c'est-à-dire eux récupérer leur argent le plus vite possible, toi, essayer de faire en sorte que ça ne te fasse pas un trou dans ton budget de manière imprévue, eh bien là, tu n'es pas si sûr de compter sur eux. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que toi, d'une part, tu augmentes ta culture en paye, en RH, en droit social, ou que tu puisses faire appel à des experts indépendants qui n'ont aucun intérêt pour ton employeur, ou en tout cas qui ne sont pas directement payés, parce que c'est un petit peu la signification d'avoir un parti pris. Quand la personne elle est payée par un autre, c'est difficile de compter sur sa neutralité. Et donc, dans ces cas-là, c'est pour ça notamment que moi j'ai créé Check Ta Paye et le service de prestation de vérification de bulletin de salaire, etc. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui manquait vraiment aux salariés en France, des experts indépendants qui se mettent à leur service, qui sont payés par eux pour regarder avec leurs lunettes le droit social, les règles de paye dans leur intérêt à eux en fait. Alors, je t'arrête tout de suite parce que je sais qu'il y a d'autres bien malins qui vont dire « Ok, on ne peut pas compter sur les services de l'entreprise pour nous dire la vérité, pour s'occuper de nous et faire en sorte que nos payes soient le plus juste possible et tout nous dire « Je te l'accorde Awa, mais n'empêche qu'il y a l'État quand même. Et l'État, c'est nous. Donc l'État aussi nous protège. L'employeur, il peut se faire contrôler. Donc attention, il n'a pas intérêt à faire n'importe quoi. On peut aussi se dire qu'il n'y a pas besoin de paniquer non plus parce que l'État va nous protéger. Et là, je vais te rappeler quelque chose de fondamental, c'est que l'État, c'est du
collectif, il la joue collectif et il la joue pas perso. Et souvent, les problématiques que toi, tu vas avoir, c'est des problématiques personnelles. Par exemple, il me manque des congés dans mon compteur, c'est pas bien, ça n'a pas été bien fait, etc. L'État, lui, c'est pas ça qu'il va faire. Il n'y a pas de service de l'État où tu peux aller et ils regardent à toi individuellement ton bulletin de salaire et ils vont dire oui, il y a une erreur ici, vous pouvez leur réclamer tant, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ça, moi, à ma connaissance, ça n'existe pas du tout. La seule chose qui va exister, ça va être l'URSSAF. Mais l'URSSAF, quand il va faire des contrôles URSSAF, il vérifie pour la pomme de l'URSSAF. Et déjà, ils ont vachement de mal à bien vérifier pour eux, à faire suffisamment de contrôles pour que ce soit vraiment dissuasif. On ne va pas s'éterniser sur ce débat-là, mais n'empêche que l'URSSAF contrôle pour sa pomme. Et moi, pour avoir vécu des contrôles URSSAF, pour avoir préparé des contrôles URSSAF, je sais bien que même s'ils prennent des bulletins, qu'ils vérifient des choses, ils vont ensuite signaler les anomalies à l'employeur, mais déjà, ils vont regarder que les anomalies qui sont liées aux cotisations URSSAF principalement. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser en détail au remboursement que ton employeur va mettre en bas de bulletin. Parce qu'effectivement, si ton employeur met des choses en bas de bulletin dans le net qui devraient être soumis à cotisation mais qui n'ont pas été soumises à cotisation, il y a un manque à gagner pour l'URSSAF. Donc l'URSSAF va regarder très attentivement tout ça parce qu'il ne veut pas qu'on lui floue de l'argent. En revanche, que toi, dans ton compteur, il manque ça ou il manque ci, ça, c'est pas trop son business, il n'en a rien à faire un peu l'URSSAF. Également, j'ai envie de te donner une autre statistique qui est une statistique de l'URSSAF elle-même. Elle sort des chiffres clés 2019 de l'URSSAF, qui est que quand l'URSSAF va mettre le nez dans les payes de ton employeur pour voir comment il fait les payes, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il manque pas des sous dans la caisse de l'URSSAF, dans 7 cas sur 10, il y a des régularisations. Lors des contrôles URSSAF, dans 7 cas sur 10, il y a des régularisations. Je ne sais pas si tu te rends compte, je dis que dans 70% de ton boulot que tu fais, il y a des erreurs. C'est énorme. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, non mais il sort d'où ton chiffre? Allez voir les chiffres clés de l'URSSAF de 2019. J'avais pas ceux de 2020, 2021. Il faudrait que je regarde parce que ça commence à faire un petit peu vieux comme chiffre. Mais toujours est-il, allez voir les chiffres clés de 2019. Je pense pas qu'entre 2019 et 2022, il soit passé de 70% à 2%. Mais bon, allez voir peut-être. Mais toujours est-il que c'est des erreurs. Je précise bien que ce ne sont pas des redressements URSSAF parce que l'erreur, en fait, elle peut être en faveur de l'URSSAF, c'est-à-dire que l'employeur a payé plus qu'il n'aurait dû et c'était une erreur parce qu'en général, on ne paye pas plus de cotisations qu'on ne veut. Ou au contraire, l'employeur n'a pas assez payé. Et dans ces cas-là, c'est un redressement. Et dans ces cas-là, l'employeur peut être sanctionné et pénalisé parce qu'il n'a pas assez payé. Mais quand il a trop payé, l'URSSAF lui dit, bon, bah écoutez, monsieur, vous avez trop payé, c'était pas comme ça qu'il fallait le calculer. Tenez, je vous rembourse votre argent. Mais est-ce que l'URSSAF pousse le zèle jusqu'à voir si, du coup, s'il a trop payé, ça veut dire qu'il a trop payé soit en charge patronale, soit en charge salariale. Est-ce que l'URSSAF pousse le zèle pour aller voir si ton employeur te rembourse bien quand l'URSSAF le rembourse? Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Donc, c'est juste pour te dire que l'URSSAF contrôle pour elle et que toi, qui contrôle pour toi? Alors, je sais qu'il y a encore des petits malins qui vont me dire oui, mais attends, il y a l'inspection du travail aussi. L'inspection du travail aussi, ils peuvent faire des contrôles, ils peuvent voir, etc. Mais pareil, l'inspection du travail, c'est du collectif. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à faire des signalements en disant que non, l'employeur, il fait ci qui ne va pas, il fait ça qui ne va pas, etc., l'inspection du travail va aller, elle va voir, elle va faire en sorte que l'employeur respecte les règles. Mais en revanche, quand toi, tout seul, comme un pélos, tu as un solde de tout compte où tu as l'impression qu'il y a une erreur, mais que tu ne sais même pas d'où vient l'erreur et que tu ne sais pas l'identifier, mais tu dis juste que le montant qu'on t'a payé, il y a quand même un problème et que tu t'attendais à avoir plus, je suis désolée, mais pour le coup, ne compte pas trop sur l'inspection du travail pour avoir prévu un service pour t'accueillir, lire attentivement toutes les lignes de ton bulletin de salaire pour dénicher l'erreur que tu pressens alors que tu ne sais pas exactement où est l'anomalie, quel montant tu devrais. En général, elle ne va pas recalculer individuellement tes problèmes, les montants d'indemnité que tu as pu recevoir, etc. Ce n'est pas son rôle. Elle intervient quand tu as un vrai problème, mais un problème qui touche de manière collective les salariés d'une entreprise et du coup, elle intervient pour faire cesser l'entreprise et la sanctionner éventuellement. Voilà, c'est les 4 raisons pour lesquelles je pense qu'il est indispensable pour tout salarié
salarié de contrôler sa paye. Et pour t'aider dans cette nouvelle routine, dans cette nouvelle habitude que je suis sûre que tu vas prendre à l'issue de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner aux réseaux sociaux de Check Ta Paye. J'y partage des conseils, des méthodes de calcul, des petites astuces qui vont te permettre de manière assez simple et ludique de mieux appréhender ton bulletin de salaire. Ciao!